Eh bien voilà le boulevard qui s'est ouvert et qui installe l'équipe pour la tenue de la toute première émission de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce numéro du Grand Rendez-vous. Un plaisir, un réel plaisir vraiment de vous retrouver. Eh bien vous savez, nous sommes dans le mois de septembre. Aujourd'hui, c'est le 10 septembre 2018. Le Grand Rendez-vous prend place et nous commençons par la météo. Trois plateaux autour de cette table. Nous recevrons l'expert. Nous allons parler aussi d'un sujet dans Autant Savoir et puis dans une autre rubrique, à savoir nature et bien-être. Elle nous revient, elle, c'est bel et bien Agnate Belot de Autant Savoir sur le Grand Rendez-vous. Le plateau qui annonce son retour aborde le Hajj 2018. Quel bilan dressé après le pèlerinage à la Mecque des pèlerins. Le sujet est à l'ordre du jour ce soir. Nous parlerons de la rentrée scolaire 2018-2019. Quelle est la couleur que va présenter cette année qui s'annonce, cette année scolaire vraiment qui s'annonce, puisque nous avons tous suivi l'actualité avec les résultats aux différents examens. Eh bien, qu'est-ce qui doit changer? Quelles sont les résolutions que les décideurs et puis les autres acteurs du secteur éducatif vont donc prendre pour que les résultats changent? On en parle dans la rubrique Expert. Et puis, Nature et bien-être aujourd'hui va parler des gaz d'échappement. Vous avez donc compris la pollution de l'air, la pollution atmosphérique dans Nature et bien-être de ce soir. Voilà pour ce qui est des plateaux autour de cette table. Et puis, vous le savez, le Grand Rendez-vous, c'est aussi la tenue du journal, le 19h45 ce soir, qui va porter la signature de Roch Akwenynou, déjà dans son décor. Bonsoir, Roch. Bonsoir, Karama Tagbataou. Un plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué en tout cas, et en ce qui me concerne, je ne sais pas de votre côté. Le plaisir est partagé. Vous aussi, vous nous avez manqué. J'espère que vous êtes revenu plus en forme que jamais. Oui, plus en forme que jamais, c'est sûr, et plus en forme pour le plaisir de nos amis qui nous suivent, qui ont pris l'option ce soir de faire donc ce trajet avec nous. Alors, Roch, quel est le menu de votre 19h45 aujourd'hui? Eh bien, Karamat, nous sommes lundi 10 septembre, à une semaine exactement de la rentrée scolaire 2018-2019. Vous savez, le souhait de tout parent, c'est la réussite de son enfant, mais tous ne savent pas qu'entre les résultats scolaires et l'alimentation des enfants, il y a
un lien très étroit. Eh bien, au-delà du droit qu'on lui reconnaît, l'alimentation a des influences sur le fonctionnement du cerveau humain et cela, des spécialistes nous l'expliqueront dans un reportage. Un autre reportage va nous édifier sur les vrais sachets biodégradables. Vous le savez, Karamat, depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction des sachets non biodégradables, le marché est envahi par des sachets de plusieurs couleurs présentés comme biodégradables. Un spécialiste nous dira si tous ces sachets le sont réellement et que faire. Et enfin, nous ferons une incursion dans l'univers des agences immobilières chargées de recouvrer les loyers, pourquoi certains propriétaires préfèrent confier la gestion de leur maison et quelles sont les réalités que vivent justement ces personnes. Eh bien, vous en saurez davantage dans ce journal, le journal du soir, à partir de 19h45, Karamat. Roch, de très bons sujets en tout cas, très intéressants. Et c'est ça le devoir en tout cas de votre chaîne de télévision Bénin Business 24 au cœur du développement, toujours proche des populations. Roch, à tout à l'heure. Oui, et à tout à l'heure, Karamat. Un convoyeur de pèlerins qui part et qui fait place à un psychopédagogue du nom de Benito Coupeau aussi. C'est ça, hein? J'espère que je prononce bien, je n'ai pas écorché votre nom. Oui, du tout pas. D'accord, bonsoir. Bonsoir, Comment est-ce que vous vous portez? Ça va extrêmement bien. D'accord. Alors avec vous, on va parler de comment améliorer les résultats scolaires. Parce que vous avez suivi l'actualité, vous savez un peu ce que ça a donné au niveau des résultats scolaires avec tant de bouleversements où l'année à un moment donné a été prolongée pour permettre quand même aux candidats d'être aptes pour affronter les épreuves des différents examens. Et vous avez vu les statistiques, elles sont bel et bien là. Et justement, je m'en vais vous demander quelle est votre analyse par rapport aujourd'hui à l'école béninoise. Il faut dire que, d'abord, je vous remercie pour l'invitation. L'école béninoise, aujourd'hui, c'est dommage de le voir tel, ou du moins de la voir tel que ça se passe. Il faut dire que tout est au rabais. Et le niveau de l'éducation est carrément à terre. Et les enfants, les apprenants, ce n'est plus exactement ce qu'on attend du système éducatif béninois que nous avons. Et lorsqu'on fait un peu un recours aux pays qui nous entourent, ce n'est pas vraiment de la joie au cœur. Quand on sait que le Bénin, il y a quelques dizaines d'années, c'est quand même là où se forment les grands tenants, les grands cadres de l'Afrique. Mais dommage, nous sommes là avec les grèves perlées. Et ça ne va pas. Ça dit que ça va en déliquescence. Exactement, ça va en déliquescence. Et puisque déjà, le niveau des enfants baisse, le niveau de formation aussi baisse, et les enseignants ne sont pas vraiment formés comme cela se doit. Et lorsque celui-là qui doit être le modèle pour l'enfant n'est pas aussi à la hauteur, vous comprenez que automatiquement, ça réjaillit sur l'enfant. Et vous voyez des enfants aujourd'hui, même à la maison, lorsqu'ils sont en train de réviser leur cours, il suffit que le parent dit non, ce n'est pas comme ça. L'enfant vous dit automatiquement, c'est mon maître ou c'est ma maîtresse qui l'a dit. Donc, vous voyez que c'est vraiment le modèle que l'enseignant représente. Et si ce modèle-là est vraiment à terre et n'est pas à la hauteur, c'est dommage pour ce que ça donne. Il faut donc relever le niveau et permettre au Bénin de retrouver donc sa position, le pays, en tout cas où il n'y a que deux cadres, mais aujourd'hui le tableau tel qu'il est peint n'est pas vraiment reluisant et cela inquiète tout le monde, toute la société, aussi bien les cadres, les politiciens, la société civile, les parents et eux-mêmes les élèves. Est-ce que vous les sentez parfois inquiets, anxieux si vous voulez, ou bien même qui savent pas, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ce qui se passe, de ce qui arrive ou ce qui leur arrive? Déjà, je vais dire que les parents savent déjà ce qui se passe, et lorsque vous faites un vox populi, et vous prenez par exemple un artère, vous demandez aux parents d'élèves pour voir quelle est leur inquiétude actuellement.
si je ne vais pas quand même passer à côté, je dirais que sur 80% ou du moins sur 100 parents que vous allez questionner, vous allez trouver plus de 80% qui vous diront s'ils ont les moyens, les enfants n'iront pas à l'école publique. Et c'est dommage parce que... C'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dommage parce que... Ce qu'il faut faire, moi je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut arriver à former les enseignants comme cela se doit. Il faut arriver quand même à doter l'école, le système béninois, le système d'éducation béninoise avec les moyens qu'il faut. Et quand vous parlez de moyens, qu'est-ce que vous y mettez? Quand je parle de moyens, il faudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont formés pour être formés. Des enfants qui sont formés tout simplement parce qu'on veut leur donner une éducation pour dire, voilà, ils savent, ils ont été à l'école. S'il faille apprendre à l'enfant comment lire et écrire, on peut le faire à la maison. Donc, si un parent décide d'envoyer son enfant à l'école, c'est parce qu'il veut un plus. Et ce plus-là, si ce n'est pas gagné à l'école, ce n'est pas la peine d'envoyer l'enfant à l'école. Donc, il faudrait concilier aujourd'hui la formation à ce que l'enfant va devenir demain. Je veux parler de l'emploi. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, les universités du Bénin, nous voyons comment on déverse à chaque fin d'année des apprenants, des diplômés sur le territoire. Mais pour un marché d'emploi qui n'existe quasiment pas. Ça n'existe pas. Parce que si je dois dire que voilà un marché qui existe en nombre inférieur, ce serait encore faux. Parce qu'aujourd'hui, si tu dois continuer à faire de la philosophie, à faire de l'histoire-géographie, je vais même prendre carrément la géographie pour ne pas parler de l'histoire, parce que l'histoire, c'est encore déjà un peu... On sait que voilà, notre essence est là. Mais si on prend la géographie, ou si on prend par exemple l'hydrologie, et que les moyens qu'il faut pour l'apprenant qui a fait la géographie ne viennent pas, ne suivent pas, l'enfant finira par faire sa géographie sur le papier. L'enfant finira par faire son hydrologie sur le papier. Et quand... Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment les moyens qui accompagnent, c'est-à-dire rien que la théorie, la pratique dans les universités en général. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et quand on revient au niveau du primaire ou de la maternelle, c'est encore pire. Parce que ce que moi j'aurais peut-être souhaité, ou ce que nous aurons souhaité, c'est d'arriver à un moment donné où... l'éducation au niveau du primaire est carrément morcelée à une période d'initiation où l'enfant s'initie vraiment à la langue française et aux matières théoriques, mais à un moment donné, on laisse le choix à l'enfant de choisir ce qu'il veut faire et on le suit. Et pour ça, j'ose vous dire que voilà, aujourd'hui, quand on parle des psychologues, la population ou ceux qui sont dans le système éducatif au Bénin ne comprennent pas l'importance d'un psychologue dans une école. Or, le psychologue, moi j'ai travaillé, je vais prendre peut-être cet exemple-là, j'ai travaillé sur les enfants de rue à Porto Novo, et lorsque j'ai écouté les enfants que j'ai enquêtés, je vois que la majorité des enfants, à 90%, sont des enfants qui ont quand même fait jusqu'au C1. Pourquoi ces enfants-là sont devenus enfants de rue? Pourquoi ont-ils abandonné? Pourquoi ont-ils abandonné? Est-ce qu'on s'est posé cette question-là? Moi, je me suis posé cette question-là et j'ai trouvé la réponse. La réponse que j'ai trouvée, c'est simple. Lorsque, par exemple, vous avez un enfant qui vient, qui sommeille, qui dort en classe tout le temps, qu'est-ce que le maître fait? Si c'est Jacques, il dit « Jacques, lève-toi ». Ou bien si c'est Jacques, il dit « Voilà, Jacques, marche quelques minutes et revient ». Mais est-ce qu'il est allé voir qu'est-ce qui fait que l'enfant dort en classe? C'est-à-dire l'apprenant ou le maître lui-même, à un moment, ne se met pas dans la posture d'un parent pour accompagner et pour savoir, pour détecter les petits problèmes, les petits soucis de l'apprenant. En réalité, il faut dire que le maître, moi, j'ai toujours une expression qui dit « le maître n'est pas un bon pasteur ». Je vais revenir à la Bible peut-être. Quand Jésus disait « je suis le bon pasteur, quand j'ai 100 brebis, si une brebis s'égare, j'irai la chercher, la nourrir, la soigner, la ramener. » Ce qui voudra dire qu'il a laissé les 99 brebis qui ne se sont pas égarées. Mais est-ce que le maître peut le faire? Il se demande, il se pose plutôt la question de savoir si c'est son rôle. Ça. Exactement. Il ne peut pas le faire parce que vous convenez avec moi que lorsque vous envoyez votre enfant à l'école,
et que dans sa salle, il y a 25 personnes, je prends simplement 25 personnes, encore que c'est raisonnable. S'il n'y a que la fille de votre voisine qui n'est pas venue à l'école, est-ce que le maître peut laisser vous, votre enfant, aller chercher la fille de votre voisine? Vous ne serez pas d'accord. Or, le psychologue dans l'école est capable, lorsqu'on l'alerte pour dire il y a tel enfant qui n'est pas venu à l'école, lui, il a son bureau comme en quelque sorte un superviseur, si je peux le dire ainsi. Il a son bureau, il suffit simplement de l'alerter pour dire il y a tel enfant qui n'est pas venu, ou bien il y a tel enfant qui fait l'école missionnaire, il y a tel enfant qui dort tout le temps en salle. On fait venir l'enfant au psychologue et le psychologue l'écoute pour voir quel est le problème de l'enfant. Ça, c'est le rôle du psychologue. Et quand on est dans la posture d'un parent à la maison, où aujourd'hui, avec la vie telle qu'elle se présente, les parents ne voient pas vraiment ou ne passent pas suffisamment du temps avec leur progéniture comme cela se devrait. Quel doit être leur rôle dans l'amélioration des résultats? Parce que c'est ce que nous recherchons finalement et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend les parents, il faudrait dire que les parents doivent forcément donner un peu du temps, de leur temps à leurs enfants. Mais on ne peut pas aussi refuser aux parents de ne pas aller travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où et le papa et la maman doivent travailler. Tout le monde déserte la maison. Et l'enfant, c'est la domestique finalement qui éduque l'enfant, qui lui inculque malheureusement de mauvaises pratiques. Donc, c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous constatons de nos jours. Et je pense quand même que, comme je l'ai dit, il faudrait quand même quelqu'un qui soit là, qui soit entre les parents et l'école, un pont. Et vous voyez qui? Moi, je vois le psychologue. Bien évidemment, pourquoi j'ai étudié la psychologie. Je vois le psychologue. Le psychologue est à même de savoir ce qui se passe chez l'enfant. Si l'enfant, par exemple, vient d'une famille polygame ou bien une famille monoparentale, parce que ce sont des cas que j'ai observés. Si l'enfant vient de ces genres de catégories de famille, le psychologue peut aller vérifier et revenir en salle ou au niveau du conseil d'école pour dire voilà tel enfant, s'il réagit de telle manière, voilà comment. Et l'enseignant sait déjà quelle attention porter sur cet enfant-là. Il lui donne l'amour qu'il faut et l'enfant va rester à l'école. Donc, si on ne le fait pas... Est-ce que, M. Coupon aussi, est-ce que les parents peuvent directement aussi faire appel à un psychologue pour un suivi régulier? C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs. Et vous pensez que cela peut améliorer les résultats au niveau d'un enfant quand il est accompagné, il est suivi, en plus de ses parents, à côté d'un psychologue? Vous savez qu'aujourd'hui, le dialogue entre parents et enfants, c'est vraiment, je ne vais pas dire une chimère, mais c'est quand même quelque chose qu'il faille faire, mais qui n'existe pas concrètement. Il faut trouver des alternatives. Il faut trouver des alternatives. Et l'alternative, si l'enfant voit, par exemple, je prends la période de puberté pour une fille, c'est la période la plus turbulente. Et la plus troublante. La plus troublante. Donc, sur ce, lorsque le psychologue est là et qu'il suit votre fille, à des moments donnés, il sympathise avec votre fille. Bien évidemment, en tant que professionnel de son domaine, il ne va pas quand même dépasser les limites. C'est ça. Donc, s'il suit votre fille, il devient en quelque sorte le confident ou la confidente de votre fille. Voilà. Finalement, la confiance s'étant établie, la fille va dire voilà ce qui se passe. Celui-là va donner un peu de la mèche aux parents qui vont aider. Moi, j'ai du mal à entendre certains parents qui disent voilà, mon enfant ne nous écoute plus, mon enfant ne travaille plus. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe en lui? Il faut fouiller. Il faut fouiller, il faut chercher. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut éviter certains comportements où les parents, je prends juste un exemple, qui se disputent à longueur de journée tout le temps. C'est des chamaillements entre papa et maman. Finalement, l'enfant se retrouve quelque part casé. Et c'est au psychologue justement de pouvoir accompagner cet enfant tout doucement pour qu'il retrouve son équilibre. Parce qu'à partir d'un certain âge, il ne peut plus évoluer. Et puis, ce sont des situations qui créent le traumatisme dans la tête du tout jeune, qu'il va trimballer tout au long de son éducation. Est-ce que ça coule les rues, les psychologues, vu que notre société n'en avait pas vraiment l'habitude et que c'est maintenant tout doucement que ça commence par entrer dans les habitudes des uns et des autres, en tout cas pour ceux-là qui veulent vraiment aller très loin avec leurs enfants? Je pense que les psychologues coulent les rues, je pense. Et quand je dis je pense, je me rappelle, j'étais en terminale,
le professeur qui m'avait gardé en philosophie, c'est vrai qu'il a fait 2 formations, mais j'ose croire en son temps qu'il avait fait la psychologie. Et pour vous avoir, ça doit coûter combien? Parce que c'est aussi en termes de coût que ça se chiffre. On a beau vouloir, on a beau aimer quelque chose, mais quand on n'a pas l'espèce sonnante et trébuchante, on ne peut pas avoir service à un service ou à quelque chose. Pour vous avoir, pour un suivi d'un enfant qui veut démarrer sa rentrée scolaire dans une semaine, vous allez lui prendre combien, un parent? Disons que c'est une question à laquelle je ne m'attends pas. Il faudrait quand même dire que le suivi d'une personne, d'un enfant, ne se chiffre pas. Vous prendrez combien? Je ne pourrais vous le dire parce qu'il faudrait que je sache quel est le problème de l'enfant. D'accord. Quel suivi je dois faire sur l'enfant. Ce n'est pas comme une maladie ou bien une carie dentaire où je sais quel produit mettre. L'enfant, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend en quelque sorte du niveau de l'éducation de l'enfant. Plusieurs paramètres vont déterminer le coût pour un suivi régulier de votre enfant. Chers parents, la rentrée c'est dans une semaine. N'attendons pas, agissons dès maintenant que votre enfant soit en classe d'examen ou en classe non-examen, intermédiaire, dit-on. Il faut obligatoirement un suivi. Les parents aujourd'hui, on n'a pas malheureusement suffisamment pas assez de temps. La preuve ce soir, je suis là. Il est là, vous êtes aussi là, mais il faut forcément quelqu'un pour éduquer, pour suivre votre enfant. Et ça, il faut avoir recours déjà à un psychologue. Beaucoup, Monsieur Benito Coupon aussi d'être venu nous voir pour ces éclaircissements rapidement. On a envie de souhaiter une bonne rentrée scolaire par anticipation. Merci, je souhaite une bonne rentrée aux enfants et je souhaite que les parents prennent en compte ce qu'on avait dit. Merci bien. Merci. Bon retour chez vous. Chers amis, voilà, c'était donc la rubrique Espère de ce soir, lundi 10 septembre 2018. La 3e rubrique que nous allons installer, c'est Nature et Bien-être. Nous parlons aujourd'hui des gaz d'échappement. C'est vrai, notre environnement, il est pollué, nous respirons vraiment pas sain. Et il faut trouver des solutions. Nous savons les causes, elles sont multiples et parmi ces causes, nous avons malheureusement moteurs, nos engins, les motos, voitures et tout ce que nous roulons malheureusement pollue l'atmosphère. Pollution atmosphérique aujourd'hui s'invite dans votre environnement ce soir, chers amis téléspectateurs, et nous en parlons avec M. Ghislain Guédégbé du CNSR. Mais avant, regardons ce télément de Yasmine Damata. La pollution atmosphérique, une menace pour la santé de l'environnement et de l'écosystème. En République du Bénin, c'est une réalité qui se vit au quotidien dans les grandes villes du pays. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement définit la pollution atmosphérique par l'émission des gaz, des fumées ou des substances toxiques de nature à mettre en péril la vie des êtres vivants et leur sécurité. Selon une étude réalisée conjointement par la Banque mondiale et le gouvernement béninois, l'utilisation des vieux véhicules de plus de 10 ans d'âge sont responsables de la pollution atmosphérique. Une pollution qui proviendrait en grande partie de l'échappement des gaz de ces véhicules, composés du monoxyde de carbone, du monoxyde et du dioxyde d'azote et des particules cancérogènes. Les effets du gaz d'échappement n'affectent pas que la santé humaine, mais ils tuent plus facilement la nature, créant ainsi la destruction de l'écosystème et de l'environnement marqué par la pollution avérée des eaux de surface, des sols, de l'air et la couche d'ozone. Pour réglementer un tant soit peu la pollution du gaz d'échappement au Bénin, le gouvernement béninois ne cesse de mener des actions dans ce sens. Parmi elles, nous avons l'imposition des motos à 4 temps et l'élimination des motos à 2 temps d'utilisation aux usagers, la suppression progressive de la vente de l'essence de contrebande, communément appelée Bayo. Toutefois, pour être à l'abri des dégâts sanitaires de la pollution atmosphérique, il est recommandé, entre autres, d'éviter de manger dans les endroits malsains, de s'assurer que le repas est préparé dans des conditions écologiques. Il est aussi conseillé de protéger sa respiration avec des cache-nez si possible pour éviter d'inhaler la fumée des gaz d'échappement dans la ville. Autant de gestes simples mais bénéfiques à la santé humaine et surtout éco-citoyens. Ghislain Guédégbé, bonsoir. Vous êtes technicien supérieur en mécanique automobile au niveau du CNSR et c'est vous qui certifiez la visite technique de la structure. Oui, bien sûr.
Bonsoir, merci d'être venu sur ce plateau. Bonsoir madame et merci de nous avoir invités. Vous avez suivi l'élément sur les gaz d'échappement et la pollution de l'atmosphère. Votre réaction déjà, rien qu'à savoir que les gaz d'échappement polluent sérieusement notre environnement. Oui, c'est vrai. Bon, l'impression que cela me donne, après avoir suivi l'élément que vous venez de passer, en réalité, bon, il n'y a pas encore péril en la demeure. C'est vrai. Vous pensez qu'il n'y a pas péril en la demeure? Vous êtes technicien et vous nous le dites. Donc, il ne faut pas qu'on craigne, c'est ça? Oui. On n'est pas encore à un seuil de pollution et quel est ce seuil? Quel est ce seuil? Oui, le seuil de pollution au niveau des gaz d'échappement, aujourd'hui, la norme est que nous soyons inférieurs ou égal à 3% du CO contenu dans le gaz d'échappement. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'évolution de l'industrie qui est en vogue, mais on n'a pas encore assez d'installations, des usines de production de gaz qui puissent porter le taux de pollution du Bénin au niveau national à un seuil inquiétable. Donc, Monsieur Guédégbé, vous nous dites qu'on n'a pas à avoir peur de notre environnement aujourd'hui parce qu'il n'est pas... Oui, il y a pollution de l'environnement, mais à un seuil assez acceptable. Acceptable, mais pas pour la santé quand même. Oui, tout ce qui est pollution est nuisible à la santé. Donc, c'est à cela que nous veillons tous les jours que Dieu crée, afin de contenir cette pollution pour que cela n'atteigne pas des taux qui soient néfastes. Et justement, quelles sont ces actions-là que vous menez au niveau de votre structure, puisque vous êtes en charge justement de la visite technique des automobiles au niveau du CNSR? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Bon, au niveau du CNSR, en réalité, sous le contrôle du ministère du cadre de vie, qui a en charge ce volet spécial, le CNSR, dans ses installations, dans le circuit de contrôle, nous avions les analyseurs de gaz. Et ces analyseurs de gaz qui nous permettent de contrôler le taux du CO contenu dans le gaz d'échappement pour tous les véhicules qui passent au contrôle technique. Pour tous les véhicules qui passent au contrôle technique. On viendra vraiment dans les détails juste après le journal, Monsieur Guédégbé. Et avant ces détails-là et avant de retrouver Roch pour son journal, vous faites ce contrôle-là à quelle fréquence? C'est combien de fois par semaine, par mois ou par an? Donc, il faut dire que en dehors des contrôles inopinés que fait le ministère du cadre de vie, au niveau du CNSR, ce contrôle est fait compte tenu de la périodicité du contrôle des véhicules, de la visite technique de ces véhicules. Monsieur Ghislain Guédégbé, permettez qu'on marque un break et c'est justement pour faire un tour au niveau du journal pour le 19h45 de Roch. Accueillez-nous, c'est parti. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir. Voici le sommaire. Les résultats scolaires dépendent-ils aussi de l'alimentation des enfants? Oui, répondent les spécialistes qui en montrent les effets sur le fonctionnement du système humain. Blanc, bleu, vert, rouge, orange, le marché béninois est envahi depuis quelques mois par des sachets dits biodégradables. Le sont-ils tous réellement? Des précisions sont à suivre dans ce journal. Et puis, gestion de maisons à louer, faut-il la confier aux démarcheurs ou à des agences immobilières? Les raisons varient d'un individu à un autre. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans l'univers de la gestion immobilière.
Bonsoir mesdames et messieurs. En réponse au blocage du trafic routier de Malanville sur la route inter-État numéro 2, un pont y sera bientôt construit en moins de 2 mois sur la SOTA. L'assurance a été donnée par le ministre des Infrastructures et des Transports après avoir constaté l'ampleur des dégâts subis par l'ouvrage. Des mesures urgentes sont envisagées afin de pouvoir rétablir le trafic routier. L'une des plus importantes consiste à construire un pont métallique en remplacement de celui effondré dans un délai compris entre 30 et 45 jours. Il sera construit à base de matériel préfabriqué comme ceux utilisés pour le pont en cours de réalisation à Womé et sera confié à l'entreprise Sogia Satom. Outre la construction du pont métallique, 2 voies de contournement ont été identifiées pour rallier le Niger et le Burkina Faso. Un complément de bac motorisé de l'armée sera déployé également pour faciliter le transport entre les 2 rives du cours d'eau. Le droit à l'alimentation est un droit vital pour tous les êtres humains. Au-delà des bienfaits qu'on lui reconnaît, la nutrition a de fortes influences sur le cerveau de l'homme, notamment des enfants. Comment alimenter les enfants pour espérer de bons résultats scolaires? Nous sommes à une semaine de la reprise des classes. Eh bien, suivez ce reportage de Marcel Arrossi pour plus de détails. Youth Ending Hunger. Des jeunes engagés dans l'éradication de la faim, un défi devenu mondial. Ils rêvent, eux aussi, d'un environnement sain et d'une meilleure sécurité alimentaire. Bien qu'ils soient des étudiants, ils ont des portions de terre sur lesquelles ils travaillent, des portions de terre qu'ils cultivent et sur lesquelles ils sèment le maïs, ils plantent le manioc, ils font des jardins. Et donc, démontrer que travailler pour la sécurité alimentaire n'est pas en dichotomie avec les études. Aussi, démontrer à travers les activités champêtres et les activités de jardinage qu'ils ne sont pas seulement dans le verbe et qu'ils sont aussi dans l'action. Ils sont dans l'action parce que, bien conscients de l'impact de la nutrition sur la performance scolaire, performance exprimée par le rendement à l'école. La nutrition a forcément un effet sur le mental. Pendant les 1000 premiers jours de l'enfant, nous avons 1000 connexions synapses qui se font. Les synapses, pour ceux qui le savent, c'est au niveau des neurones, c'est des connexions qui se font. Et c'est tout ça qui développe l'intelligence de l'être que nous serons plus tard. Du coup, quand ce potentiel-là n'est pas déjà en nous, il serait difficile plus tard pour nous de développer ce potentiel-là qui n'existe pas. Et pour que ce potentiel se développe, c'est à partir de la nutrition, c'est à partir de ce que nous donnons à manger déjà à l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, à l'enfant qui vient de naître. C'est tout ça qui lui permet de créer ces connexions, ces 1000 connexions synapses par jour et plus tard pouvoir développer ce potentiel-là qui est déjà en lui. Cependant, la bonne alimentation à elle seule ne détermine pas une meilleure performance. Bien manger n'entraîne pas systématiquement de bons résultats scolaires. La nutrition, l'alimentation a un impact sur les résultats scolaires, mais tout dépendra aussi des comportements sociaux que nous pourrons développer et tout dépendra également de l'intérêt que nous pourrons porter au secteur dans lequel nous voulons intervenir plus tard. Plusieurs études l'ont démontré. Une bonne nutrition avec des comportements alimentaires maîtrisés améliore fortement le fonctionnement du corps et du cerveau. Merci à vous Marcel Arrossi. Du droit à l'alimentation, passons au droit des patients, un droit souvent méprisé dans les services de santé publique. C'est un constat qui interpelle de plus en plus la conscience collective. La relation agent de santé et patient qui devrait exister est foulée aux pieds par certains acteurs de la santé dans l'exercice de leur métier. Le réseau Amis des patients du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire invite à une prise de conscience. Les précisions dans ce reportage. Se soigner, c'est l'un des 5 besoins fondamentaux de l'homme. Chez les malades reçus au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, plus qu'un besoin, c'est un droit. Ils m'ont vite prise en charge. Elles ont été très aimables avec moi. Quand le soigné ou bien le patient connaît ses devoirs et que le soignant aussi connaît le droit des patients, je crois que ce serait maintenant un partenariat entre les soignants
et les patients. Il y aura une relation vraiment soignant-soigné qui serait dans une harmonie, une ambiance humaine. Mais force est de constater dans la plupart des hôpitaux que les droits des patients sont souvent violés par certains agents de santé. Très souvent, nous blessons verbalement sans le savoir. Et très souvent, nous méprisons les droits de ces patients-là, de nos clients. Bon, d'autres le font aussi sciemment. Car je prends l'exemple d'une femme qui vient accoucher et déjà l'aide-soignante qui doit l'accueillir, l'installer sur la table roulante pour l'amener, je veux parler du brancard, pour l'amener vers la salle d'accouchement, mais qui commence par lui dire, c'est quoi? C'est une maladie la grossesse? Marche, hein? Mais si tu ne marches pas, ça fait ton affaire. Les membres du réseau Amis des patients du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire se sont réunis pour sensibiliser leurs pairs agents de santé sur les droits des patients. Nous nous sommes engagés maintenant à faire connaître ces droits à ces patients et à les respecter nous-mêmes afin que plus jamais dans les hôpitaux, nous n'ayons que les clientes et les clients n'aient plus à se plaindre de nous. La relation agent de santé patient-client se veut désormais être un partenariat. Violences faites aux patientes dans les établissements de santé, comment les éradiquer d'ici 2025? La réponse a été apportée au cours de ces échanges entre usagers de centres hospitaliers, universitaires, de la mère et de l'enfant, Lagune. En Libye, 400 prisonniers se sont évadés d'une prison de la banlieue sud de Tripoli la semaine écoulée, alors qu'au même moment, des affrontements entre milices rivales sèment le chaos. Depuis maintenant plus d'une semaine, les détenus désormais en fuite sont tous du même bâtiment où étaient regroupés d'anciens responsables du régime de Kadhafi. Selon un communiqué diffusé par la police judiciaire libyenne, la révolte n'a eu lieu qu'à l'intérieur du bâtiment. Le même communiqué précise que les gardes ont préféré ne pas intervenir afin d'éviter des carnages. 4 jours plus tôt, dans ce même pays, la Libye, des passeurs se sont déguisés en travailleurs humanitaires de l'ONU. Et face à cette situation, le HCR s'inquiète et appelle les autorités à identifier ces personnes et à poursuivre ces trafiquants. Depuis l'entrée en vigueur de la loi interdisant l'usage de sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin, on constate sur le marché l'apparition de sachets de plusieurs couleurs, couleurs blanches, vertes, bleues, rouges et même orange. Ces sachets présentés comme biodégradables par vendeurs et utilisateurs le sont-ils réellement? Œuvrant dans la lutte contre le cancer, Zinsou Gilbert répond par la négative, suivant ses explications au micro de Rodrigue Babaguito. Depuis le 17 juin passé, que le chef de l'État s'est fait la fin de la régulation, mais ça continue bel et bien, ça continue, l'utilisation de ces gens de sachets continue bel et bien. Il faut faire très attention, parce que j'estime que le gouvernement n'a pas encore validé les sachets dont vous parlez en fait. C'est fait à base des substances toxiques et nuisibles donc, à l'estomac. Donc quand vous les utilisez à des fins, peut-être pour vous acheter des choses chaudes dedans, donc, et cette substance toxique, quand vous les avalez, ça cause le cancer, de différents types de cancers, dont le cancer de l'estomac. Donc je ne sais pas la source de bienfaisance en fait, de ces gens de sachets dont vous parlez. À notre avis, le gouvernement devait rallier toutes les organisations qui luttent dans ce domaine pour l'aider. Voilà. Entre locataires et propriétaires de maisons, ce n'est toujours pas la lune de miel. Parfois, ce sont les tribunaux qui les départagent. Pour ces raisons, certains propriétaires préfèrent confier la gestion de leur maison en location à des démarcheurs ou à des agences immobilières. Mais à quelle réalité sont-ils confrontés? Nous avons fait une incursion dans la gestion immobilière. Suivez ce reportage. Après la construction de sa maison, la mise en location est une autre paire de manches. Certains propriétaires préfèrent confier la gestion de leur maison à louer aux agences immobilières, lesquelles expriment une préoccupation dans le choix des bâtiments à prendre en gestion locative. Je vais visiter la maison, sa construction, si ça me convient aussi, parce qu'il y a des zones où je ne vais pas. Donc si la zone me plaît, j'accepte
Dans le cas contraire, maintenant, si consensus entre nous deux, eh bien, on fait un contrat de gestion entre propriétaire et agence. Martin est propriétaire de maisons à louer à Cotonou. Il a choisi de confier la mise en location de ses appartements à une agence immobilière. J'ai confié ça à une agence immobilière. Bon, je l'ai confié surtout pour éviter les tracasseries que font subir les locataires. Étant donné que moi aussi j'ai été locataire, bon, je connais les difficultés que rencontraient mes anciens propriétaires. Donc c'est ça qui m'a poussé surtout à confier aux agences immobilières. Après la signature du contrat entre propriétaires et agences immobilières, le rôle des démarcheurs dans ce contrat locatif n'est pas à négliger. J'informe les démarcheurs comme quoi j'ai des maisons, j'ai des chambres libres. Donc ce sont ces démarcheurs qui affichent leur numéro devant ces maisons, histoire de faire venir les locataires. Une fois le locataire trouvé, l'agent immobilier s'entretient avec lui sur le contrat de location. Le locataire et moi, responsable de l'agence, ça veut dire quand est-ce que vous allez payer le loyer, les comportements dans la maison, il ne faut pas perturber l'autre, la date de paiement. Et il y a un point essentiel, c'est le préavis. Le préavis, quand le locataire veut sortir, il va avertir son propriétaire. Le propriétaire aussi, quand il veut sa chambre, il avertit son locataire. Comme plusieurs locataires, Emmanuel a toujours traité avec des agences immobilières. Moi, j'en ai pas rencontré de difficultés. Non, bon, avec l'agence immobilière, il suffit d'être sérieux et ne pas s'afficher comme faux. Et le rapport, ça se passe très bien. Exerçant depuis plusieurs années le métier d'agent immobilier, Prosper est souvent confronté à divers problèmes. Il y a des propriétaires qui viennent, ils prennent l'intégralité de leur maison. Si c'est à 20 000, 100 000, et puis, telle personne n'a pas payé, non, ce n'est pas son problème. Mais dans ces cas, l'avance qui est versée par les locataires, moi je détiens tout ça là. À la fin du mois, je dépasse ça de l'avance de chacun. Maintenant, si le locataire ne paye pas, il y a des moments où je sors l'argent, je paye à la place du locataire avant que le locataire ne me rembourse. Des fois, les gens ne payent pas, ils s'en vont avec. Il y a des locataires qui, quand je vais même dans la maison, on ne dit même pas qu'il a loué chez moi, je ne vais même pas à sa porte. Tous les jours, ils passent par ici pour payer. Quand à chaque fin du mois, ils passent, ils payent. Mais il y a des gens, quand tu ne vas pas, ils ne vont pas payer. Des fois, des gens font du bruit. Comme moi-même, propriétaire. 10% du loyer perçu, c'est ce qui revient à l'agent immobilier. C'est l'addition de mes ressources qui font un salaire. Maintenant, ça varie. C'est 10% que je prends. Si dans un mois, j'arrive à faire un recouvrement d'1 million, 10% d'1 million, ça fait 100 000. Il y a des moments où je suis à 2 millions de recouvrement, c'est que je suis à 200 000. C'est ça qui me donne à manger, c'est ça qui a fait que j'ai acheté ma maison. Donc c'est ça qui nourrit tous mes enfants. Se loger reste l'un des principaux besoins de l'homme. Et la satisfaction de ce besoin est sujette à plusieurs contingences qui mettent aux prises propriétaires de maisons, agents immobiliers et des marcheurs au grand profit ou aux grandes dames des locataires. Et pour finir ce journal, mesdames et messieurs, retenez que la Banque africaine de développement a annoncé la mise en place d'un fonds doté d'une enveloppe de 58 millions de dollars afin de financer le processus d'électrification sur le continent africain, dénommé Off-Grid Energy Access Fund. L'initiative accompagnera plus spécifiquement les projets initiés par le Nordic Development Fund, le Global Environment Facility et Calvert Impact Capital. Ce fonds fait partie de la facilité d'inclusion énergétique sponsorisée par la banque et ayant pour objectif de lever 500 millions de dollars grâce à sa plateforme de financement afin d'accompagner les stratégies innovantes d'accès à l'énergie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.
Roch Aurélien Akwenyinu, à très bientôt, sinon déjà même à demain soir, n'est-ce pas? Oui, à demain soir, dès qu'il sonnera 19h45, demain soir, mardi soir, je serai ici pour vous présenter une autre édition d'information. Merci beaucoup, Roch. Moi, je vous souhaite de passer une très belle soirée et aller retrouver la petite famille. Quant à nous, on poursuit notre émission et nous étions avec Monsieur Ghislain Guédégbé, technicien au niveau du CNSR. Monsieur Guédégbé, tout à l'heure, vous semblez vraiment nous rassurer quant à la pollution ou au degré de pollution de notre environnement. Mais il y en a quand même qui trouvent que les gaz d'échappement, ça pollue quand même, quoi qu'on dise, n'est-ce pas? Oui, quoi qu'on dise, les gaz d'échappement constituent un vecteur de pollution de l'environnement. Mais il est que cette pollution, elle est contenue. Et on n'a pas encore atteint les taux vraiment exagérés, les taux criards, on ne les a pas encore atteints au Bénin. Et puisqu'on n'est pas un pays assez industrialisé, comme les pays de l'Europe, les pays de l'Asie, donc on est encore à l'abri. Mais bon, il faut y veiller, il faut maintenir la garde. Il faut garder la veille pour ne pas atteindre ce niveau inquiétant. Ce qui ne serait pas bien. Ce qui ne serait pas bien pour la santé de nos populations, c'est sûr. Mais M. Guédégbé, vous parliez tantôt aussi des actions que vous menez ensemble avec le ministère en charge du cadre de vie pour contenir cette pollution au niveau donc, de notre environnement et tout avec du matériel que vous avez au niveau du CNSR. Dites-nous un peu comment est-ce que ça se passe avec les véhicules qui vous rendent visite. Est-ce que c'est souvent facile de travailler avec les clients? Ce n'est pas souvent facile parce que l'usager qui se présente pour sa visite technique, soit il a une urgence à régler juste après le contrôle technique ou il est arrivé, il est sur 2 pieds et il faut qu'il fasse sa visite technique et qu'il continue dans ses affaires. Donc, ce n'est pas souvent facile d'amener les gens à comprendre qu'il leur revient de nous donner la possibilité de contrôler le gaz, le taux du CO à l'échappement du gaz de leur véhicule. Donc, on arrive quand même, tant bien que mal, à le faire. À maintenir les ardeurs, les humeurs des uns et des autres. À contrôler quand même un grand nombre de véhicules qui se présentent à nous. Est-ce qu'effectivement, parce que la question, ça parle beaucoup dans les couloirs, d'aucuns se plaignent vraiment quant à la qualité des services à eux offerts au niveau de votre structure parce que vous ne prenez pas suffisamment le temps et tout. Qu'est-ce que vous leur répondez, M. Guédégbé? Bon, d'abord, il est à noter que face à cette préoccupation, je pense que de nos jours, avec le gouvernement du nouveau départ, avec les nouvelles impulsions qui sont recommandées au niveau de tous les services, et quand je viens à ce qui concerne le CNSR, je pense qu'il y a beaucoup de réformes, il y a beaucoup d'acquisitions de matériel de dernière génération. Donc aujourd'hui, on peut dire que le CNSR, quand même, sur tout le territoire national, a l'équipement qu'il faut pour répondre quand même au contrôle du CO, à l'échappement de tout véhicule qui se présente. Est-ce que ces équipements ont la fonction juste de contrôler, de stabiliser ou bien ils peuvent parfois essayer de réduire le degré, le taux? Non. Bon, l'équipement appelé analyseur de gaz, et comme son nom l'indique, il permet seulement d'analyser le gaz à l'échappement pour voir les différents éléments qui s'y trouvent. Tout simplement. L'élément qui nous intéresse, que ça. Non, il ne fait pas autre fonction. Il n'est pas là pour régler tout ça. Non. L'élément qui nous concerne ici le plus, c'est le CO, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça qui est à la base de la pollution de l'environnement, c'est ça qui est à plusieurs sources de maladies pour l'être humain. Et ici, l'analyseur de gaz permet seulement de vérifier quel est ce taux de CO2 dans le gaz qui est à l'échappement. Et si le taux n'excède pas les 3%,
là, le résultat est acceptable. Ça veut dire que c'est un véhicule qui n'est pas pollueur. Ça veut dire que le moteur aussi est bon. Ça veut dire que le moteur est bon. Il peut continuer à rouler. Mais avec quel carburant? Parce que dans l'élément qui est passé, on a brossé cet aspect aussi de est-ce que la carburation qu'on utilise, la qualité, les paillots et tout ça, avec quel carburant? Non, la qualité du carburant y contribue. Voilà. Mais ici, il faut noter qu'en réalité, le carburant appelé paillot, c'est pas que c'est autre carburant que le carburant que nous achetons au niveau des stations. Il faut comprendre pourquoi c'est appelé essence paillot. C'est appelé essence paillot juste parce que... avec le soleil, parce que c'est quand même exposé non, ça dit aux l'essence qui est au niveau de nos rues devient essence paillot juste parce que... Le circuit n'est pas respecté. Le circuit de distribution n'est pas... Non, il y a un impact. Le circuit de distribution n'est pas respecté, mais c'est que dans cette essence, il n'y a plus le gaz, les indices, il y a des caractéristiques, l'indice d'octane, l'indice de cétane, il y a plusieurs... Ça, c'est les thèmes techniques, donc tout le monde ne comprend pas forcément. Ces éléments qui doivent figurer dans le carburant qui est au niveau des rues, ces caractéristiques-là ne sont plus, ces niveaux ne sont plus atteints parce que, à force de transvaser ce carburant de contenant en contenant, ça fait qu'il y a le gaz, puisqu'en réalité, ce n'est pas le liquide qui brûle au niveau des moteurs, c'est le gaz qui brûle. Donc, les conditions de conservation ne permettent pas à ce que ce gaz puisse se contenir dans ce liquide appelé essence, d'où cette essence devient essence paillot. Sinon, c'est de l'essence qui est acquérie au niveau des stations. Si on se résume, M. Guédéguié, c'est un moteur qui est alimenté par les essences. Le carburant acheté au bord de nos voies appelé l'essence paillot n'endommage pas ou ne crée pas de la pollution. Si ça crée de la pollution, ça doit créer de la pollution au moment où les caractéristiques contenues dans cette essence n'est plus le même que celui acheté à la station. D'ailleurs, il crée même un dommage pour l'état du moteur. Voilà. D'accord. Donc, on parlait donc tout à l'heure des moteurs et tout. La plupart des véhicules que vous examinez, que la structure, le CNSR examine régulièrement, comment est-ce que leur état habituellement au Bénin, ça va? Les véhicules? On peut dire que il n'y a pas encore péril en la demeure. Vous revenez. Il n'y a pas encore péril en la demeure. La situation n'est pas encore très maîtrisable au niveau des véhicules communément appelés poids lourds, les camions. Parce que quand nous sommes à nos carrefours ou bien quand on est à l'arrêt au feu, et quand ces camions s'arrêtent, quand on voit un peu la fumée que ça dégage, ça donne à se poser des questions. Bon, maintenant, il faut dire que ces camions consomment du gasoil. Et Dieu seul sait quelle est la source de provenance de ce carburant pour alimenter ces camions. Donc là encore, un autre point d'interrogation. Un autre point d'interrogation. Sinon, au niveau des véhicules communément appelés véhicules légers, les véhicules de tourisme, les véhicules que vous et nous utilisons, au niveau de ces véhicules, je pense que la consommation, elle est contenue. Donc vous maîtrisez la situation. Elle est contenue, la pollution au niveau atmosphérique, pollution atmosphérique due au gaz d'échappement. La situation est maîtrisée au Bénin, si on se résume, M. Guédéguié. Bien sûr, surtout que par rapport aux engins, aux véhicules à 2 roues, et aujourd'hui, c'est les moteurs à 4 temps qui sont utilisés. Donc, la combustion étant plus efficace, ça permet quand même de ne plus avoir quand même, comme c'était auparavant, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et à partir de quel moment on doit commencer par être anxieux? Et c'est sur cette question on va se quitter, M. Guédéguié. Au-delà, le seuil de pollution, c'est quand vous dépassez 3%. 3% du CO. Dès que vous dépassez ce seuil, vous les rencontrez, qu'est-ce que vous dites? Non, mais quand on rencontre un cas comme ça, on donne 48 heures, on donne 48 heures à la personne
parce que c'est des réglages, soit il faut changer les bougies, soit il faut nettoyer les injecteurs ou carrément les remplacer, ou il faut revoir peut-être au niveau du système d'alimentation un élément à changer, une bobine. En tout cas, soit c'est au niveau de la combustion qui est inefficace. Donc, dès qu'on prescrit un 48 heures voilà. Et on permet à l'usager de se rendre dans un centre approprié pour se faire le réglage qu'il faut et il revient. Et quand il revient, nous on contrôle. Et quand on contrôle et que bon, ça remplit les critères, maintenant on peut lui certifier sa visite technique et il peut circuler en toute quiétude. Rendez-vous dans 12 mois, c'est ça? Ou bien comment ça se fait? Oui, rendez-vous dans 12 mois pour le CLSR. Voilà. Si c'est un véhicule privé, rendez-vous dans 3 mois pour un véhicule de transport en commun, communément appelé taxi. Voilà. Et rendez-vous dans 6 mois si c'est un camion, communément appelé poids lourd. Mais il est à noter. Et les véhicules de service? Oui, oui, ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés. Mais il est à noter que le ministère du cadre de vie procède à des contrôles inopinés. Merci beaucoup, monsieur Ghislain Guédégbé. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que vous êtes un technicien supérieur en mécanique automobile et en maintenance. C'est vous qui certifiez donc la visite technique au niveau du CNSCR. C'est ce que je retiens de vous. Merci infiniment d'être passé nous voir, d'avoir répondu présent à notre rendez-vous. Tout le plaisir pour moi, c'est moi qui vous remercie. De ce lundi, on va se souhaiter donc agréable soirée et se retrouver la prochaine fois. Merci. Voilà, nature et bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris, tout doucement, le grand rendez-vous tire vers sa fin et le petit rendez-vous dans le grand rendez-vous, c'est bel et bien ActuWeb. Zéro but partout, c'est le score du match qui a opposé les écureuils du Bénin aux éperviers du Togo lors de la deuxième journée des éliminatoires CAN Cameroun 2019. C'était hier au stade municipal de Lomé. Ce score nul arrange la sélection béninoise en tête du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019. La troisième et la quatrième journée des éliminatoires se dérouleront les 10 et 13 octobre prochains. Précisons que seuls les 2 premiers de chaque groupe iront à la phase finale. Autre information dans cette actualité web, le nettoyage des océans. C'est le projet de l'organisation néerlandaise Ocean Cleanup qui vise à désengorger les océans des déchets plastiques. Avec un navire tirant un gigantesque dispositif, Ocean Cleanup s'est dirigé vers le continent plastique du Pacifique. Ce projet se donne pour objectif de vider la moitié de la grande zone d'ordures du Pacifique d'ici 5 ans. Le bateau se rend à un endroit situé à 240 000 marins au large de la Californie pour des essais qui dureront 2 semaines. Accusé d'abus sexuels, le PDG de la première chaîne américaine CBS, Leslie Moonves, a démissionné de son poste hier soir. L'homme de 68 ans aux commandes de CBS depuis 15 ans avait déjà été accusé à la fin de juillet de harcèlement par 6 femmes. 6 autres femmes accusent désormais le patron de fellation forcée et de violence. L'information est publiée le dimanche dernier par le New Yorker, journal américain. Moonves est remplacé à la tête de la chaîne par son adjoint Joseph Ianiello. CBS refuse de payer une indemnité à l'ex-PDG avant la fin de l'enquête selon le New Yorker. Une note musicale pour finir cette revue web. La rappeuse Cardi B agresse violemment Nicki Minaj lors d'une soirée organisée à New York ce week-end. Les 2 femmes ont failli se bagarrer. Empêchée par la sécurité de s'approcher de Nicki Minaj, Cardi B a alors enlevé sa chaussure et l'a balancée sur Minaj. Elle reproche notamment à Nicki de faire des critiques sur sa vie privée. Pourtant, dans un passé récent, les 2 chanteuses étaient assez complices et avaient même collaboré sur des titres à succès. C'est la fin de la revue web du jour. À très bientôt. Voilà.
Voilà, c'était donc l'actualité sur la toile, une présentation de Christelle Femi Agbangla à qui nous disons merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, le grand rendez-vous pour le compte de ce lundi soir, stop et fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour la mobilisation et naturellement un petit salut aussi à nos invités qui sont passés nous voir dans cette émission. On se dit à demain tout simplement. Bonne soirée.